Bonjour. Quand Sandro a eu la gentillesse de me parler de la journée, je me suis demandé ce que j'allais faire en m'attachant notamment à ces deux expressions, précaution méthodologique et objectivité construite. Je me suis dit que je n'allais pas faire quelque chose, je suis bien incapable de théorique sur la question, mais que j'allais plutôt m'attacher à une expérience personnelle. Raison pour laquelle je montrerai le plus rapidement possible, parce que c'est difficile de sortir des choses précises, un ou deux textes. Cette expérience personnelle, elle concerne un domaine particulier, qui est l'histoire de la langue. L'histoire de la langue, pour présenter un peu les choses, c'est à la fois, évidemment, l'histoire des mots, comment la langue elle-même évolue, merci, l'histoire des mots, mais c'est aussi l'histoire des discours qu'on tient sur la langue, en quelque sorte l'imaginaire de la langue. Cette histoire de la langue, j'ai essayé de l'utiliser en me demandant qu'est-ce qu'elle pourrait apporter. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter à certains débats qui sont des débats contemporains, vous connaissez tous, qui sont des débats qui sont devenus très très communs sur le genre grammatical, sur l'écriture inclusive, etc. Étant entendu, et ça c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, que la question pour moi n'est pas du tout, n'a jamais été de me prononcer sur l'écriture inclusive par exemple. C'est-à-dire je suis comme vous, tout le monde a une idée sur cette écriture inclusive, mais je ne vois pas pourquoi, de quelle autorité je pourrais me prévaloir pour dire qu'il faut utiliser ou pas l'écriture inclusive. Ma question plutôt, ou mon idée plutôt, c'était d'apporter une sorte de profondeur historique, de voir justement qu'est-ce que l'écriture inclut, qu'est-ce que l'étude de la langue et de l'histoire de la langue pouvait apporter à la compréhension du problème. Alors, du coup, je vais partir de quelque chose qui peut, si je reprends les termes de la présentation de la journée, apparaître comme, mettons, un discours concurrent, c'est-à-dire pas exactement un discours académique, qui est le discours qu'on peut trouver, par exemple, dans une brochure qui existe depuis 2016, je crois, du Haut Conseil à l'égalité. Donc le Haut Conseil à l'égalité, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme indépendant, consultatif, qui a été fondé par décret du président de la République d'alors, et donc indépendant, consultatif, un peu comme l'Académie française finalement, et qui a pour objet notamment de préconiser un certain nombre de choses pour la communication des pouvoirs publics ou des entreprises, etc. Alors, dans cette brochure donc préconise l'écriture inclusive, mais ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses, c'est-à-dire aussi bien, par exemple, le point médian que certains choix lexicaux, mais c'est pas à ça donc que je m'attacherai, c'est plutôt au préliminaire, c'est-à-dire à certaines notations qui sont dans le début de la brochure, si ça marche, voilà. Donc dans ce guide pratique, première chose qui est une phrase assez générale, c'est bien parce que le langage est politique que la langue française a été infléchie délibérément vers le masculin durant plusieurs siècles par les groupes qui s'opposaient à l'égalité des sexes. Donc il y a deux choses. La première chose, c'est quelque chose qui est assez communément admis aujourd'hui, c'est la liaison du linguistique et du politique. Et puis il y a une deuxième chose, un petit peu plus précise, mais encore assez générale, qui est l'idée que le langage, la langue française, aurait été pliée du côté du masculin depuis un certain nombre de siècles, ce qui constitue évidemment un argument pour le dire qu'il faut la déplier dans un autre sens, et aujourd'hui la plier du côté du féminin. Je continue rapidement dans ce guide, où les choses deviennent un peu plus précises. Ce sont les réformes des grammairiens et lexicographes au XVIIe siècle qui ont imposé la règle du masculin qui l'emporte. En 1647, 12 ans après la création de l'Académie française, l'un de ses membres, Claude Favre de Vaugelas, préconise que le masculin doit l'emporter en grammaire au motif que le masculin est plus noble que le féminin. Donc je pense que vous connaissez toutes et tous cette règle, cette référence donc à cette règle, et je précise que j'ai pris là l'exemple de ce guide pratique, mais que cette règle elle est citée exactement de la même manière
maintenant à peu près partout dans tous les textes pour les travaux, enfin, sur le net ou les travaux universitaires, etc. Donc, puisque là, la question, c'est la question un petit peu du chercheur ou de l'enseignant-chercheur, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir du côté des textes. J'ai mis, juste pour vous montrer, la couverture de l'ouvrage, parce que je pense que c'est important aussi. Je pense que les textes, les livres, pour nous, ont une sorte de réalité concrète, qui n'est pas uniquement ce qu'on en fait ou la manière dont les citations transitent, circulent d'un site à l'autre. Donc voilà l'ouvrage incriminé qui s'intitule « Remarques sur la langue française ». Et voilà le texte incriminé que je vais, alors là, je suis désolé, mais je fais les choses assez rapidement. Je vais dire, c'est du tout, mon idée pas du tout arriver à une sorte de spécialisation. Donc je rappelle que ce texte, en fait ce livre, c'est pas du tout un essai au sens moderne, c'est une suite de fragments à la mode du XVIIe, un petit peu mondaine, où on passe d'un point à un autre. Et donc, le passage incriminé, il est le suivant, le titre c'est celui que choisit Vaugelas, un adjectif avec deux substantifs de différents genres. La question étant évidemment, puisqu'il y a un nom masculin, un nom féminin, qu'est-ce que je vais faire de mon adjectif? Exemple, son peuple a le cœur et la bouche ouverte à vos louanges. On demande s'il faut dire ouverte ou ouvert. Il faudrait dire ouvert, selon la grammaire latine, qui en use ainsi pour une raison qui semble être commune à toutes les langues, que le genre masculin étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Mais l'oreille a de la peine à s'y accommoder parce qu'elle n'a point accoutumé de l'ouïr dire de cette façon. Et rien ne plaît à l'oreille, pour ce qui est de la phrase et de la diction, que ce qu'elle a accoutumé d'ouïr. Je voudrais donc dire ouverte, qui est beaucoup plus doux, tant à cause que cet adjectif se trouve joint au même genre avec le substantif qui le touche, que parce qu'ordinairement, on parle ainsi, qui est la raison décisive, et que par conséquent, l'oreille est tout accoutumée. Très rapidement, quelques commentaires. Premier commentaire tout simple, ce que peut se dire peut-être le chercheur, mais n'importe quel lecteur, c'est compliqué. C'est super compliqué. En gros, c'est première lecture, il y a quelque chose qui est presque inextricable. C'est-à-dire que ça commence par une règle, et c'est vrai. Vaugelas commence à dire, et il le dit avec une certaine forme de malhonnêteté, parce que ce qu'il dit n'est pas exactement vrai. Il y a d'autres langues, les langues notamment le latin qui ont fonctionné différemment. Et il commence à poser une règle, le genre masculin est le plus noble, donc c'est lui qui doit prédominer. Mais on peut remarquer déjà qu'il le fait au conditionnel. Et puis on peut remarquer aussi que dans un deuxième temps, à la règle, à la loi, il oppose quelque chose qui est l'usage, et que dit-il? Il passe de il à je, et il finit par dire je voudrais donc dire ouverte. Donc ça veut dire que, en gros, je dis bien en gros, Vaugelas fait l'accord au féminin. Quelle est l'issue pratique de tout ceci? Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'issue pratique. En fait, il n'y a pas d'issue pratique, il n'y a pas de conclusion. Si vous voulez, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion à cette remarque. Il y a une autre chose que je voudrais souligner, c'est un problème qui est un problème un petit peu de citation, c'est que Vaugelas dit le genre masculin étant le plus noble. Si je reviens un petit peu en arrière, la citation qui est faite, mais mon but, c'est pas de me focaliser sur le guide pratique, mais parce que c'est fait partout pareil maintenant, c'est la citation, c'est le masculin est plus noble que le féminin. Vaugelas écrit le genre masculin. Alors certes, on peut considérer que le genre masculin, c'est-à-dire la question linguistique, est un cache-sexe, c'est-à-dire que derrière le genre, ce qu'il a en tête, ça serait une supériorité d'un sexe sur un autre. Donc il ne parle pas de langue, mais il parle des hommes et des femmes. Néanmoins, ça c'est une interprétation. Il me semble que c'est quelque chose qui est important du point de vue du chercheur, c'est de laisser ouvert l'espace de l'interprétation, de ne pas accélérer, de ne pas hâter les choses et de ne pas substituer l'interprétation au fait, c'est beaucoup dire, à la réalité des textes. Ce que j'ajoute à ceci, si on travaille un peu sur la question, c'est que là aussi c'est présenté comme Vaugelas membre de l'Académie française, mais à aucun moment dans le texte, Vaugelas ne se présente comme membre de l'Académie française. S'il parle au nom d'une instance, c'est celle de la Cour, ce qui n'a rien à voir, ce qui est beaucoup plus compliqué, si vous voulez. Et deuxième chose, j'ajouterai une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de réforme de la langue au XVIIe siècle, et que si on travaille dessus, et que
l'Académie française, au XVIIe siècle, ne s'est jamais exprimée sur le masculin et le féminin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire du tout qu'à partir de là, il faut du coup rejeter l'écriture inclusive. C'est pas mon idée. Mon idée, c'est juste qu'il ne faut pas instrumentaliser les textes. Il faut maintenir les textes dans leur complexité et éventuellement même, du point de vue du chercheur, dans une forme d'aporie. Voilà. Alors, je finirai juste sur un dernier texte, qui est un texte, non, je me trompe de page, qui est une autre citation du dictionnaire universel de Furtière de 1690. C'est le sens du mot féminisé, donc on apprend, ce qui est déjà une première surprise, que féminisé a été créé au XVIIe siècle, terme factice dont on se sert en parlant de l'affectation de ceux qui veulent rendre féminins des mots qui originairement sont masculins, comme affaire, navire, foudre, comète, etc. Et Furtière conclut, le génie de notre langue est de féminiser les mots autant que l'on peut. Que faire de ce texte? Si j'instrumentalise les choses, je prends le texte, un bout du texte, et je dis, et je suis une thèse masculiniste, en disant, mon Dieu, c'est horrible, et ils ont envie de les brimer au XVIIe siècle, regardez, les mots sont devenus féminins, etc. Évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est faux. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est la circulation d'un texte à l'autre, et pas un énoncé dogmatique qu'on pourrait tirer par une citation qui serait une citation tronquée. Voilà, je vais en rester là. Merci.